Pour celles et ceux qui se rappellent, mon portefeuille PEA ressemblait à ceci de septembre 2023 à fin août 2024, et donc ça faisait un an. Et donc voilà, je vous avais affiché les différentes plus-values et moins-values de chacune de ces valeurs, à quel moment j'avais renforcé certaines de mes lignes, à quel moment j'avais eu les actions gratuites de Air Liquide et les différents dividendes de Total, de L'Oréal, etc. Donc vous voyez les chiffres affichés en orange. Ici Metadoc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour laquelle je vais parler de plein de choses, notamment de l'actualisation de mon portefeuille PEA actualisé à ce jour avec des arbitrages importants que j'ai fait récemment. On va y venir. Bien sûr, je vais parler de certaines valeurs boursières très intéressantes à mes yeux. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, bien sûr, à mettre un pouce bleu vers le haut et à partager. Ça m'aide pour le référencement. Merci pour ton soutien. Pour celles et ceux qui ont vu ma vidéo pour laquelle cette action est morte à mes yeux, pour lequel j'y ai laissé un bras, bien sûr, je parlais de Stellantis, hein, parce que tout simplement, sur un an, elle est en tendance nettement baissière. Elle a perdu environ 35% de sa valeur. Sur le dernier mois, elle a perdu exactement 16% de sa valeur. Actuellement, elle cote à 11,66 €. Elle est en train de perdre plus de 4% à ce jour. Euh, je rappelle que moi, je l'avais acheté à un PRU de 21,49 € pour 1000 actions et je l'ai vendu à 11,85 €. Et ben, j'ai bien fait puisque ça continue de baisser. Et puis, l'analyse graphique, elle est plutôt en faveur d'une cible autour des 10 euros. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'application Investing, je vous invite à la télécharger en version gratuite. Et comme vous pouvez le voir, quand vous cliquez sur la valeur 6, ça affiche chez case rouge dans la partie technique ou en horaire, ils y affichent vente forte, en journalier vente forte et en hebdomadaire et en mensuel vente forte. Donc, pour celles et ceux qui s'imaginent faire un coup de fusil en achetant du Stellantis maintenant, sincèrement, fuyez cette action, je vous assure. Elle va descendre jusqu'aux 10 euros. L'analyse technique est en faveur. Le fondamental est en faveur de cette baisse jusqu'aux 10 euros. Les résultats vont être mauvais le 30 octobre, donc elle va encore baisser. Éloignez-vous du secteur automobile en général. Pour plus de d'infos là-dessus, je vous invite à aller voir la vidéo, je vous la mets en description. Donc cette action est morte à mes yeux. Je sais que je me répète, mais je vous assure, il y en a qui tombent dans le panneau. Je discute avec d'autres investisseurs et il y en a qui me disent, oui, il y a un ami, il vient d'acheter du Stellantis. Je ne savais plus quoi lui dire pour pas lui casser le moral, parce qu'il vient d'entrer en bourse. Donc maintenant que cette introduction est enfin terminée, je vais parler dans une première partie de mon PEA, comme je vous disais. Et deuxièmement, plutôt sur la fin de la vidéo, je vous sélectionnerai trois valeurs qui me paraissent intéressantes en ce moment. Pour celles et ceux qui me suivent, vous auriez remarqué qu'il n'y a plus du Stellantis, hein, comme je vous ai dit, je l'ai vendu dernièrement avec une moins-value. J'ai toujours du Energys, mais c'est ma saucisse, elle fait moins de 1% de mon portefeuille. C'est pas intéressant de vous l'afficher ici. Et puis, il y a des nouvelles valeurs, comme notamment ces deux-là, là, BNP et ESE. Je vais y venir. Pour ce qui est du Air Liquide, donc sur ce mois d'octobre, ben voilà, statu quo, toujours une valeur avec une plus-value d'autour de 14%. Bourse Directe, pareil, qui pèse fortement dans mon portefeuille de l'ordre de 20%. Bah, vous voyez, je suis actuellement à plus 3,79%, pardon. Et Silor Luxottica, je vous disais, c'est une très belle valeur, très belle surprise à mes yeux, donc qui est aussi entre 13 et 15%. Voilà, plus 14,6% aujourd'hui. L'Oréal, voilà, qui stagne notamment avec les annonces de la Chine. Et voilà, c'est plus ou moins lié au luxe. Donc pour l'instant, elle est proche de mon PRU, mon prix de revient unitaire. Donc vous voyez, plus 0,95% ce jour. LVMH, pareil, qui représente 20% de mon portefeuille. Bah ouais, je suis légèrement en négatif. Alors certains m'ont dit, mais pourquoi tu vends pas LVMH comme Stellantis? Bah, tout simplement parce que ce n'est pas du tout la même chose, parce qu'elle va remonter. Je rappelle que le CAC 40 dépend de LVMH. Quand on veut faire monter le CAC 40, hein, ceux qui veulent spéculer sur la valeur du CAC 40, eh ben, ils peuvent jouer sur
LVMH, l'achetant ou en la vendant, c'est le poids le plus lourd du CAC 40 avec à peu près 15% de l'indice, il me semble. Donc voilà, et puis Bernard Arnault, il est en train de tout racheter. Il est en train de racheter un club de foot, le Paris FC. Il a racheté un peu de Montclair. Il s'est de nouveau associé avec la F1 pour 10 ans. L'épée, Tiffany, etc. Donc je suis pas du tout inquiet. Ça va remonter, surtout avec cette fin d'année en approche. Total Energy, j'ai renforcé juste avant la hausse du cours du pétrole avec les conflits au Proche-Orient. Et donc voilà. Alors pourquoi j'ai renforcé Total Energy? Bah, tout simplement, j'avais 30 actions Total Energy. J'ai décidé d'en avoir 100. Donc j'ai un PRU inférieur à 60 euros, donc ce qui me fait plus 5% de plus-value, comme vous le voyez. Bah, c'est tout simplement parce que en fait, je me suis rendu compte qu'il me fallait quand même un peu de dividende dans mon PEA pour justement lorsqu'il sera rempli totalement, c'est-à-dire qu'il aura atteint le plafond des 150 000 euros du PEA légalement autorisé, eh bien, j'aimerais avoir des dividendes. Donc là, pour 100 actions Total Energy, bah, sur l'année, j'aurai environ 300 euros de dividendes que je pourrais réinvestir sur d'autres valeurs. Je vais y venir ensuite. Vetoquinol, voilà, il y a eu les résultats il y a quelques semaines qui n'ont pas été bons, donc du coup la valeur elle a pas mal chuté. Elle est en train de remonter lentement mais sûrement. Vous voyez, on passe de moins 14% à moins 12%. Donc c'est une faible valeur de mon portefeuille, hein, ça représente 1% de mon portefeuille. Bon, voilà, c'est ma valeur entre guillemets santé. Et Vinci était monté jusqu'à 110 euros, a rebaissé autour de mon PRU proche des 107 euros. Pourquoi? Ben, parce que tout simplement avec le nouveau gouvernement, là, Barnier, euh, voilà, lors de l'établissement du budget 2024-2025, ils avaient dit qu'ils allaient taper en gros sur les très grosses entreprises et Vinci fait partie de ces très grosses entreprises. Voilà pourquoi elle a momentanément baissé parce que tout simplement c'est une machine à cash pour beaucoup de personnes. Et oui, donc moi je suis actionnaire de cette machine à cash, justement, j'aime l'oseille, donc ils vont me filer un peu d'oseille. Donc voilà, là je suis à 0,3% de plus-value sur Vinci. Ensuite, BNP, j'ai seulement 10 actions BNP. J'avais déjà fait un aller-retour dessus. Je l'avais acheté 55 euros, je l'avais revendu 63 euros, donc ça m'avait fait un bénéfice de 800 euros de plus-value. Là, j'ai refait la même chose. Je suis rentré dessus à 58 euros environ. Voilà, là, je suis à plus 6,7% de plus-value. Aujourd'hui, c'est le résultat des entreprises bancaires aux États-Unis, notamment Wells Fargo et Morgan Chase, il me semble. Donc, si les résultats sont bons, bah, ça va booster le secteur bancaire, notamment ma valeur BNP. À voir si je la garde sur le long terme ou pas, parce qu'elle aussi, elle verse des dividendes. Et comme je vous disais, j'ai envie d'avoir un certain nombre de dividendes. BNP lâche actuellement 4,60 € de dividendes, ce qui est énorme. Bon, moi j'en ai que 10 actions, donc du coup ça me fera 46 euros de dividendes par an, c'est pas énorme. Donc voilà, à réfléchir si je continue à faire des allers-retours sur cette valeur ou je la garde pour les dividendes. Et les trois dernières valeurs, ce sont mes ETF. Donc, pour ceux qui me connaissent, voilà, donc l'ETF PNR, c'est l'ETF MSCI India de Amundi, le seul éligible au PEA. Vous voyez, j'ai un PRU de moins de 23 euros et du coup, voilà, ça stagne en ce mois d'octobre entre 29 et 27% de plus-value. Voilà, donc ça aussi, ça représente 1% de mon portefeuille, donc c'est assez faible, mais vous voyez, j'en suis très satisfait parce que c'est ma valeur la plus performante. PE 500, donc c'est l'ETF d'Amundi qui réplique l'indice Standard Poor's 500, donc l'indice américain phare. Vous voyez, je suis rentré dessus le 1er mars et j'ai pas réinjecté d'oseille là-dessus. Vous voyez, j'ai une plus-value de plus 12,7% à ce jour. Donc voilà, c'est un produit pour lequel ben je dors tranquille, j'ai pas à m'inquiéter des publications, tout ça. Là, on rentre sur un cycle de baisse des taux directeurs de la Fed et de la BCE. Donc voilà, le SP500 a de très beaux jours devant lui. Les valeurs comme Nvidia et autres valeurs tech à la mode en ce moment, elles sont en train de monter, notamment avec l'essor de l'intelligence artificielle. Le S&P 500 en bénéficie, donc moi aussi je bénéficie de cette hausse. Et enfin, ESE, c'est la même chose, sauf que c'est l'ETF de BNP. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai deux ETF?
Tout simplement parce que je me suis rendu compte plus tard que l'ETF de BNP, donc ESE, là, le thème Easy BNP, SP500 éligible au PEA, et ben, il a des frais moindres de l'ordre de 0,12% par an, alors que lui, il me semble que les frais annuels sont de 0,35% par an. Alors, pour plus de détails, ça représente 5-6% de mon portefeuille. Et ça représente actuellement 34% de mon portefeuille. Voilà, donc je suis rentré dessus exactement cette semaine. Et donc vous voyez là, voilà, au 1er octobre. Et donc du coup, vous voyez, je suis actuellement à plus 1,5%. Et pour ceux qui adorent les camemberts, ben voilà, mon portefeuille sous forme de camembert. Donc vous pouvez le voir, ma plus grosse ligne, c'est l'ETF de BNP SP500, donc ESE. Vous voyez, 31,5%. Ensuite, le SP500 de Amundi, donc PE500, 4,18%. Et 0,8% de PNR. Donc, ce qui fait 36% environ de mon portefeuille uniquement sur ETF. Et puis après, vous voyez, LVMH, plus de 16%. Bourse Direct, plus de 13%. Vinci, plus de 8%. L'Oréal, plus de 6%. Total Energy 5%, Air Liquide plus de 3%, Essilor 1,5%, Energis Massocis moins de 1%, Vetoquinol moins de 1% et BNP 0,5%. Comme vous l'aurez compris, j'augmente fortement ma part d'ETF tout simplement parce que je me suis pris au jeu du stock picking. J'ai beaucoup perdu d'argent et à l'inverse, le peu d'ETF que j'avais, eh bien, je pouvais dormir tranquille avec. Donc l'idée, c'est toujours de continuer un petit peu de stock picking parce que ça permet de maintenir mon cerveau en activité et puis j'aime ça tout simplement. Et puis c'est surtout aussi de faire fructifier cette oseille, hein. C'est le but de la bourse, c'est de gagner de l'argent, hein. Faut pas se leurrer, s'enrichir. Et donc, en augmentant ma part de TF, eh bien, l'idée, c'est qu'à terme, une fois que le PEA sera rempli totalement, hein, je vous disais, l'apport maximal est de 150 000 euros, donc ça, c'est la loi. Eh bien, j'aimerais à terme, j'aimerais bien, un de mes objectifs serait d'avoir 75%, on va dire, d'ETF et le reste en action pour que je puisse jouer un petit peu, pour que je puisse continuer à avoir des dividendes, acheter et revendre avec des plus-values, et puis bien sûr réinvestir cet argent, donc la fameuse magie des intérêts composés, hein. Donc c'est comme ça qu'on explique comment on passe de 100 000 euros à 1 million d'euros progressivement. Il y en a plein qui se sont mis à créer des tableurs pour vous donner une idée de combien il faut épargner par mois ou par an pour obtenir par exemple 1 million d'euros. Cela se présente sous cette forme, par exemple, vous voyez, c'est un tableur où vous mettez votre âge, donc vous pouvez remplacer la case de 25 ans par votre âge actuel, par exemple 28 ans. Il y a l'âge de départ à la retraite, par exemple 67 ans, le nombre d'années restant, du coup 42 dans ce cas précis. Voilà, par exemple, c'est quelqu'un de 25 ans qui avait déjà placé 5 000 euros, et voilà, il a décidé d'épargner environ 474 euros par mois. Il s'attend à un rendement annuel brut de 8%. Le taux d'inflation, ils l'ont estimé à 2%. Et du coup, ça fait un rendement annuel moyen attendu de 6%. Et donc, combien vous aurez à 67 ans en épargnant? Donc, vous voyez, il y a le détail sur la partie droite de l'écran avec combien vous avez épargné chaque année, avec l'épargne annuelle, les gains d'intérêt, le montant final, etc. Et puis, vous voyez, à la fin, à 67 ans, eh ben, oui, dans la question allez-vous être millionnaire à la retraite avec vos placements actuels? Eh bien, si on se base sur ces éléments-là, oui, cette personne-là deviendra millionnaire et plus exactement, elle touchera 1 137 839 euros et 94 centimes. Et voilà, ça détaille également le capital, les intérêts, le taux d'imposition à 30%, le total net à 67 ans. Voilà, ça c'est intéressant de savoir. Il faut enlever les 30% de tout ce que vous avez gagné. Donc vous auriez exactement presque 870 000 euros. Et donc ça, c'est la fameuse courbe que je vous décrivais. Voilà, avec la magie des intérêts composés. Et du coup, ça fait une courbe, on va dire, exponentielle. Et donc, plus on commence tôt, mieux c'est. Juste avant de décrire mes trois valeurs intéressantes du moment, obligé de vous parler du S&P 500, hein, parce que, comme je viens de vous dire, j'ai massivement investi dans des ETF répliquant le S&P 500. Eh ben, vous voyez, il n'y a pas photo. Vous voyez ce canal haussier
de long terme, hein. Donc, vous voyez, on est sur septembre 2022 jusqu'à maintenant. Vous voyez, ça fait que monter lentement mais sûrement. Et si on zoome sur l'année 2024, eh bien voilà, combien il a fait de 2024 à maintenant. Voilà, du 4 janvier 2024 à maintenant. Voilà, il a fait exactement, si je dézoome, voilà, 23%. Donc, il n'y a pas photo. Et au vu des annonces actuelles, à savoir la baisse des taux par la Fed, le contexte électoral qui est plutôt en faveur des marchés boursiers, ça c'est statistiquement prouvé. À chaque fois qu'il y a des élections, ben, dans les 18 mois suivant les élections, ben, le marché il est a priori haussier, donc le S&P est haussier. Et comme vous voyez, ben, voilà, ça arrête pas d'augmenter à chaque fois. Je me trace des supports en me disant ça va corriger, peut-être qu'il faut que je renforce mes positions à ce niveau-là pour optimiser mes performances. Et il n'en est rien, vous voyez, depuis voilà, depuis le septembre, hein, eh ben ça n'arrête pas de monter. Alors ça monte pas de manière euphorique et heureusement ça monte de manière saine, hein. Donc c'est le marché il est sain et c'est bien parce qu'il n'y a pas énormément de volume et ça monte voilà lentement mais sûrement, on est autour de cette diagonale haussière là, cette oblique haussière, et c'est bien. Et donc, bah voilà, on vise les 6000 points. Donc, si on prend cette diagonale haussière, eh bien, pour faire une simulation, les 6000 points, on les atteindrait, voilà, début 2025, on serait aux 6000 points et ça collerait avec la saisonnalité. Vous informer en direct des résultats trimestriels de JP Morgan Chase qui dépassent les attentes. Donc, ça a été publié le 11 octobre 2024 à 13h58 par Zone Bourse. Donc, je vous le lis. Les résultats de la banque américaine JP Morgan Chase ont pâti au troisième trimestre de coûts en hausse, mais ils ont dépassé les attentes des marchés dans un contexte géopolitique périlleux et qui empire. Entre juillet et septembre, la banque a réalisé un chiffre d'affaires de 42,65 milliards de dollars, donc ce qui correspond à 36,6 milliards de francs suisses, donc ça fait plus 7%, et un bénéfice net de 12,90 milliards, c'est-à-dire moins 2%. Elle a passé un total de 3,1 milliards de dollars de charges pour créances douteuses. Les revenus nets d'intérêt ont augmenté de 3% sur un trimestre à 23,5 milliards de dollars. Les revenus nets d'intérêt sont la différence entre les intérêts perçus et les prêts consentis aux clients et les intérêts versés aux épargnants et aux créanciers. La banque a revu à la hausse sa prévision du revenu net d'intérêt pour l'ensemble de l'année à environ 92,5 milliards contre environ 91 milliards auparavant. Sur les 9 premiers mois de l'année, ils atteignaient 69,6 milliards. James Dimon, patron du groupe, a relevé dans un communiqué que les commissions dans la banque d'investissement et de financement avaient augmenté de 31% sur le trimestre, tandis que les activités de marché s'étaient montrées résilientes et avaient progressé de 8%. En ce qui concerne les États-Unis, il a noté une amélioration sur le front de l'inflation, mais plusieurs problèmes cruciaux persistent, comme le déficit budgétaire, les besoins d'infrastructure, le restructuration des échanges commerciaux ou encore la remilitarisation dans le monde. Donc, bonne nouvelle en ce qui concerne JP Morgan Chase et concernant la banque américaine Wells Fargo, elle a enregistré au troisième trimestre un repli de ses résultats, mais son bénéfice est ressorti au-dessus des attentes. Le bénéfice net ressort à 5,1 milliards de dollars, en recul de 11% sur un an, selon un communiqué publié vendredi, donc aujourd'hui. Donc, concrètement, voilà ce que ça donne. Donc, JP Morgan, vous voyez, tendance haussière depuis l'année 2024. Et puis, vous voyez, elle prend aujourd'hui presque 5%. Wells Fargo, plus 5,5%. Et puis, nos valeurs françaises bancaires. Donc, Société Générale, plus 0,48%. Crédit Agricole, moins 0,4%. Et BNP, plus 0,47%. Enfin, dernière partie de cette vidéo, les trois valeurs intéressantes à surveiller en ce moment. Ce sont LVMH, Essilor-Luxottica et la Française des Jeux. Pourquoi? Tout simplement parce que LVMH va publier les résultats de son troisième trimestre en termes de chiffre d'affaires le 15 octobre, donc c'est bientôt. Essilor-Luxottica, même chose, mais ce sera le 17 octobre. Et enfin, la FDJ, la Française des Jeux,
publiera ses résultats trimestriels en termes de chiffre d'affaires le 17 octobre après clôture. Analyse graphique de LVMH, donc le code MC. Donc là, on est en graphique journalier. Je l'ai déjà analysé plusieurs fois dans mes précédentes vidéos. Donc on est en graphique journalier. Vous voyez, avec cette oblique baissière de moyen terme de mars 2024 à fin septembre. Et puis il y a eu l'annonce de la Chine, plutôt positive pour les valeurs du luxe, où ça a permis de sortir de ce biais, de cette tendance baissière, de franchir cette oblique, franchement. Donc, vous voyez, on a atteint un support, une résistance, pardon, décrite par ProRealTime à 704,6 euros. Moi, j'avais retenu celle-ci, là, celle de 725 euros. Romain Dobry dans Bourse Direct parle d'une résistance à 733 euros. Je reste prudent sur ce titre, hein, parce que je vous ai dit qu'elle pesait beaucoup dans mon portefeuille. Donc voilà, donc là il va y avoir un peu de d'attente avant les résultats du 15 octobre. On ne sait pas si ce sera avant, pendant ou après clôture, enfin après, avant, pendant ou après séance, pardon. ProReal Time me décrit un support à 641 euros et 30 centimes. Bon, on est conscient qu'il y en a un deuxième autour des 592 euros, là, 591,9 euros exactement. Donc, il est possible qu'elle corrige encore un peu jusqu'autour des 600 euros. Et après, quand il y aura le rallye de fin d'année, il faut s'attendre à ce qu'elle remonte facile jusqu'aux 725 euros, je pense. Je pense pas qu'elle retournera de sitôt assez plus haut, donc autour de l'ATH, donc le all-time high, proche des 880 euros après dividende. Et pour rappel, comment sont interprétés en général les résultats trimestriels, semestriels, annuels des entreprises? En fait, il y a des sociétés, des analystes qui tablent sur un consensus de résultats. Donc, par exemple, si je vous dis un chiffre rond pour l'exemple, si il est prédit que les résultats de LVMH le 15 octobre il y aurait un consensus autour de, par exemple, 1 milliard de chiffre d'affaires ou 1 milliard de résultats nets, eh ben, si on est conforme aux attentes, eh bien, il n'y aura pas de baisse et il y aura probablement une hausse, d'accord? Si le résultat est inférieur aux attentes, eh ben là, il y aura probablement une baisse, hein, donc ça, c'est pas sorcier, hein. Si la société fait moins de profits, moins de bénéfices, eh ben c'est normal que le cours de l'action en bourse baisse. Et si si le résultat est supérieur aux attentes, alors là, ça peut monter assez haut. Et donc je vous dis, voilà, si le résultat est supérieur aux attentes, eh ben, il montera probablement à plus de 700 euros. Passons maintenant à Essilor Luxottica en analyse graphique journalière, valeur que j'ai également en portefeuille mais en faible pondération. Voilà, c'est une tendance haussière de long terme, de même très long terme. Vous voyez, elle monte lentement mais sûrement. Donc là, en fait, la prochaine résistance, c'est 215,50 euros environ d'après ProReal Time. On l'avait franchi le 3 septembre 2024 jusqu'à un plus haut à 219 euros de manière bah, temporaire. Le prochain support est à 203,37 euros. Je suis plutôt d'accord là-dessus. Néanmoins, elle oscille entre ces 203 euros et ces 215 euros depuis un bon moment maintenant. Elle attend plus que des bons résultats pour péter cette résistance. Et donc là, comme je vous ai dit, le 17 octobre, il y aura les résultats trimestriels. Je suis confiant sur le titre et je pense qu'ils seront bons. Il y a également l'effet, on va dire, Meta, où il y a eu cette association avec Meta, donc Facebook de Mark Zuckerberg, où là, clairement, il y a un moyen d'avoir un bon potentiel haussier. Pour ma part, je vise au moins les 220 euros sur ce titre. Et enfin, dernière valeur, la Française des Jeux, donc qui publiera ses résultats trimestriels le 17 octobre après clôture. Donc, comme on peut le voir, c'est mitigé, hein, c'est pas vraiment une tendance haussière ni une tendance baissière, c'est plutôt une tendance plutôt neutre.
Voilà, quand il y a eu des hausses, c'était notamment en lien avec l'achat de la société Kindred qui contient bah, le concurrent de FDJ Unibet. Là, actuellement, sur ces derniers jours, eh bien, vous voyez, il y a eu un gros gap baissier suite à une mauvaise nouvelle. Je me rappelle plus exactement. Si vous le saviez, dites-le moi en commentaire. Donc voilà, il y a un gap baissier qui a été rapidement comblé par la suite, hein. Donc je rappelle que les gaps, ce sont les trous de cotation. Donc là, il y en a un ici. Voilà, je le fais en bleu là. Hop. Et donc, vous voyez, il a été comblé plus tard. C'est ce que les chartistes ont l'habitude de dire, c'est qu'un trou a toujours tendance à être comblé. Et donc, vous voyez, il a été comblé, ben, voilà, c'était le 3 octobre. Et ben là, il a été comblé le 11 octobre, donc aujourd'hui. Voilà, donc là, il n'y a pas d'autres trous à combler pour le moment. Sinon, je vous aurais dit, ben, c'est simple, il faut aller viser ce prochain gap. Donc là, on est plutôt sur une petite tendance haussière de court terme. On est même sur une tendance haussière, voilà, exactement depuis juin 2024, où voilà, on reste quand même haussier. Vous voyez, là, c'est facile, hein, l'oblique, elle est haussière. Donc du coup, prochainement, bah, la prochaine résistance, pardon, serait à 37,39 euros. Il m'en décrit une autre, mais on est en train de la franchir, donc on va considérer que c'est quand même une résistance. Elle est à 35,9 euros. Et le prochain support est décrit en journalier à 32,75 euros. Et le deuxième à 31 euros. Donc là aussi, pareil, si les résultats sont supérieurs aux attentes, eh bien, on vise bah, 37,39 euros, tout simplement. S'ils sont conformes aux attentes, eh bien, on risque de rester là, autour des 36 euros. Et s'ils sont inférieurs aux attentes, eh ben, clairement, ça risque de viser soit cet oblique, donc là jusqu'à 33,5 euros à peu près, soit le prochain support à 32,75 euros. Voilà pour ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'aimerais beaucoup que vous mettiez des commentaires, ça m'aide pour le référencement et puis surtout ça m'aide à savoir ce que vous pensez, bah, ce type de vidéo si vous avez apprécié ou non. Bien sûr mettre le pouce bleu, cliquez sur le pouce vers le haut, merci. Bien sûr vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis voilà, vous donnez votre avis en commentaire sur voilà mon PEA. Peut-être que j'ai trop de valeurs cycliques, c'est pour ça que je suis peu performant. Peut-être que j'ai trop d'ETF, hein, on est un peu partagé également cet avis. Les valeurs que j'ai décrites, bah, si vous êtes d'accord avec les analyses donc de LVMH, Essilor Luxottica et de la Française des Jeux, le SP500 en tendance haussière, les valeurs bancaires plutôt en forme et le rallye de fin d'année qui va bientôt avoir lieu. En général, c'est plutôt vers Halloween, donc les vacances de la Toussaint. Je rappelle bien sûr que l'échéance des marchés dérivés pour le mois d'octobre, c'est vendredi prochain, donc vendredi 18 octobre. Donc cette semaine à venir va être chargée en informations microéconomiques et macroéconomiques et échéance des marchés dérivés. Bien sûr, je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et puis abonnez-vous. Ciao ciao.